l'UTMB, J-60. Et bonjour à tout le monde, on se retrouve pour le podcast numéro 365. Et encore, ça c'est uniquement ceux du mercredi, puisque derrière, avec tout ce que je fais, on a largement dépassé les 1000. Voilà, où sont les autres? Où sont les petits rigolos qui meublent un peu cet univers? Ben je vous le demande. Je vous le demande, d'autant plus que là, on est à J-44 de l'UTMB. Et oui, ça y est, la vraie course de l'année arrive, le Money Time. Alors en plus, monnaie, ça rime bien avec UTMB. Le Money Time est là. Et pour celles et ceux qui ont souscrit l'abonnement sur mon site internet, vous êtes en train de vous délecter d'un J-60. Alors c'est pas un suivi au quotidien non plus, parce que je l'avais déjà fait énormément de fois par le passé. La petite différence là, c'est que vous pouvez suivre, alors bien sûr, toujours la Duc Chronique du lundi, où on en a eu encore une belle avec ces championnats de France. On pourra revenir éventuellement un petit peu sur les cotations. Ah putain. Donc le lundi, vous avez la Duc Chronique. Le mardi, le petit audio et le document avec le programme d'entraînement de la semaine, qui pour l'instant était placé sous le signe de la gourmandise. Et le vendredi, vous avez une bricole en rapport avec la préparation. Donc vendredi dernier, j'étais allé arracher quelques mots à mon ostéopathe Benoît Nave, que je vois quand même depuis 2016, ce qui est quand même très intéressant. Et en fait, on n'y va pas vraiment pour de l'ostéopathie. Enfin si, il y a toujours une manipulation, mais c'est un suivi. C'est un suivi un peu du corps, de la forme. Est-ce que je pars dans une mauvaise direction, une bonne direction? Est-ce que je me suis tordu une cheville? Ça, c'est très efficace pour ça, par contre. L'articulation de la cheville étant vraiment un millésime du corps humain, c'est vrai que des fois vous la tordez un tout petit peu, puis après vous êtes gêné et tout. Là, pour ça, là, un bon ostéopathe, là, c'est vraiment pépite. Ça, c'est vraiment le truc qui, moi, me fascine. Bref. Cette semaine, vendredi, vous aurez le petit retour du Lavaredo, très intéressant avec Stéphane. Alors, je pensais qu'il allait me donner quasiment un 20 sur 20, une copie parfaite, puisque j'ai foiré ma course en amont, mais pas pendant. Et j'ai quand même noté à l'issue de cet entretien 4 points à améliorer pour l'UTMB, et ça c'est très très bien. D'autant plus que là c'est vraiment du réglage. Excusez-moi, je savoure un café hors de prix avant de rentrer, moi aussi en décroissance. Je remercie François Bayrou pour toutes ces mesures qui vont nous aider à tous aller vers le bas. Donc 4 points intéressants à l'issue de cette interview avec Stéphane. Vous aurez peut-être la semaine prochaine une interview du Patrick Bringer, rarissime également, rarissime, sur la philosophie à l'approche de cette UTMB, puisque finalement, rendez-vous compte, pour lui c'est un peu dur. J'y vais pour la 7ème fois. C'est la 4ème fois que je pars en altitude 3-4 semaines. Donc en fait, lui, son rôle, c'est de continuer à me donner des entraînements suffisamment intéressants, captivants, pour que je les fasse, parce que, en fait, on pourrait tout simplement faire un copier-coller. Tiens, t'as fait ça l'an dernier, ça a marché, boum, tu fais pareil. Et avec le poids des années, tu progresses. Mais là, mentalement, tu décroches. Et quand il faut taper des semaines à 30... moi, j'avais fait une semaine à 41 heures en 2021 parce que j'étais grave chaud. Quand il faut taper des semaines d'entraînement très très longues, ben... T'as besoin d'un divertissement mental, en fait. Tu peux pas... On reviendra aussi là-dessus, mais c'est tout l'intérêt du stage à Tignes. C'est pas forcément... Alors, bien sûr, l'altitude, hein, tu redescends, t'as pris 5% d'hématocrite, c'est cool, c'est rigolo. Mais il y a aussi le divertissement mental. C'est pour ça que certaines personnes partent
une semaine, 2 semaines à la montagne et sentent des bénéfices. Ça n'a évidemment rien à voir avec votre taux d'hématocrite, mais ça a à voir avec justement la tête. On aura aussi des comparaisons chiffrées par rapport aux autres années. 2025, 2024, 2023, 2022, 2021, très très intéressant. On pourra faire 2019 aussi pour rigoler un peu. Et à l'approche vraiment de la course, on aura quelques petites spécificités de l'UTMB, on reviendra sur éventuellement les différences de parcours. Il va y en avoir très très peu cette année, mais quand même quelques-unes. On reviendra peut-être sur la liste des favoris, même si j'ai pas envie de m'y attarder pour un travail mental. Voilà. Et puis le dimanche, vous avez le retour. Le retour sur la semaine d'entraînement, puisque ça ne doit quasiment jamais arriver que je réalise 100% de mes entraînements. Parce qu'il y a toujours un truc qui change, que ce soit dans le planning au niveau du travail, que ce soit au niveau de la forme aussi. Des fois, je suis un peu plus fatigué que ce qui devrait l'être, et donc je chinte, je rogne sur une séance, ou des fois c'est la patate, quoi, c'est la forme et tout, et je sens qu'on n'en fait pas assez, j'en remets une petite, voilà, ça dépend. Ça dépend, beaucoup d'adaptations, beaucoup de changements de sport, il y avait vélo, finalement il y a eu course à pied, etc., etc. D'autant plus que quand je serai 4 semaines à Tignes, vous aurez 1. L'entraînement sur le papier, 2. Ma réponse face à l'altitude, 3. La météo. Et vous êtes beaucoup trop habitués à ce qu'il fasse beau l'été. L'été il peut y avoir des orages, l'été il peut pleuvoir, faut arrêter de croire que c'est tous les jours 30 degrés et soleil. Hein. Voilà. Donc là, J-44, on est dans S-6, là je ne le cache à personne, hein, S-6, tu bourres. Hein. S-6, tu fais passer tout ce que tu peux faire passer. Autre info très intéressante, je vais pour la première fois réaliser un stage trail où je serai intervenant. Alors, ce n'est pas moi le responsable légal du bordel, puisque il faut des diplômes que je n'ai pas. Hein. Et donc, c'est pour ça que nous sommes 2. Mon ami Jérémy, qui lui est accompagnateur en moyenne montagne et qui a déjà l'habitude de faire ce genre de stage depuis très longtemps d'ailleurs, depuis plusieurs années. Et il m'a proposé à moi de l'accompagner. Donc il le fait très souvent en duo. Avec lui, donc c'est plus l'accompagnateur en moyenne montagne. Donc lui, il va être sur le terrain, expliquer voilà les passages éventuellement dangereux, pourquoi on y va pas, si on y va, comment on y va, puis plein de trucs. Il pourrait vous parler des fleurs aussi. Bon après ça nous intéresse pas, mais non mais voilà, là il y a le diplôme, il y a le rôle, il y a le voilà. Il y a toute la plateforme d'inscription, pareil, qui propose toutes les assurances possibles et imaginables. On a le truc le plus sécure, hein, quand même, là. Et puis moi, j'arrive dessus un petit peu comme un cheveu sur la soupe, essentiellement pour vous raconter des conneries, pour trottiner avec vous, et très beau gîte réservé, loué déjà, avec 12 places. Voilà. Du coup, le stage est ouvert à 12 personnes. Très beau gîte dans lequel, une fois l'entraînement passé, la douche, le repas commun, pas commune, hein, la douche individuelle, hein, attention, le repas commun, et puis les thèmes d'échange, la fin d'après-midi, le début de soirée, ça part, un PowerPoint, 4 lignes, et ça déroule 2 heures de one-man show de votre duc sans forcer. Voilà, donc envoyez-moi un petit message, puisque pour s'inscrire il y a des liens, donc je peux évidemment pas vous les mettre dans le podcast, enfin si je pourrais le mettre dans la description, mais comme je suis pas pile poil là sur mon PC, enfin je vous passe les détails, ça va pas le faire. Envoyez-moi un mail et je vous rebalance sur la plateforme d'inscription. 3, 4 et 5 octobre. On fait simple et efficace, le vendredi soir tout le monde arrive, apéro, échange avec bière de récup. Le samedi, sortie longue au milieu des Bauges, avec le mont Colombier, qui est un petit peu le point d'orgue du GR73. Donc, si vous voulez participer à cette course, venez au stage, je vous enverrai une bonne petite partie, et vous verrez si les portions, entre guillemets,
alpines sont faites pour vous ou non, parce qu'il y a des passages un peu chauds. Et puis le dimanche, une fois que vous êtes bien fatigué, c'est vraiment l'occasion parfaite pour aller se mettre un gros cavé dans la tronche et surtout faire un petit peu d'exercice de côte là-dedans, ou du moins vous donner un peu toutes les séances possibles et imaginables qu'on peut faire dans une bosse de 500 ou 1000 mètres. Ce qui du coup sera très utile aux Parisiens. Ils pourront l'imaginer en rêve. En plus, on leur a niqué 2 jours fériés, donc ils resteront à Paris. Allez, paf. Ah, tu voulais partir? Non. Travail. Mais vous allez me payer en plus? Non, Non, juste tu bosses, quoi. Ah, culé. Ah. Il a dit oui, je mets comme jour férié le jour de Pâques parce que c'est pas religieux. Non, c'est vrai que c'est pas chrétien, Pâques. Ah, putain, Bérou, mais t'es vraiment aussi con que t'es gros. Putain. Ah, c'est pas grave. L'an prochain, il cherchera 60 milliards, on prendra encore une carotte, et puis voilà. Puis l'année d'après, ce sera 80 milliards. Et on s'en fout, c'est des chiffres sur un papier, et puis après on ira au travail avec des menottes ou des chaînes aux pieds, il y aura des coups de fouet, mais on s'en fout, putain, c'est sympa, c'est la bonne ambiance, c'est les copains. Mais j'ai pas été payé ce mois-ci, monseigneur. Non, mais vous avez vu, vous êtes en vie. Ah ouais, putain, c'est sympa ça. Ah merci, Seigneur, merci. Allez, tiens, une pomme pourrie là, ça te fera la semaine. Non, on peut pas baisser le rythme des sénateurs. Non, on les a augmentés d'ailleurs. Et toi, par contre, non. Toi, tu travailles les jours fériés. Ah, qu'est-ce qu'on rigole. Alors, putain, ce podcast qui va être très très long, parce qu'en fait... Ah oui, je suis speaker ce week-end. Oui, tiens, ce qui m'empêche de faire une grosse semaine volume, mais qu'à cela ne tienne, ça n'est que partie remise. Gruyère Trail de Charmey, ce samedi, très très belle course en Suisse, dans les montagnes autour de chez Rémi Bonnet. La course passe d'ailleurs dans son salon. Non, je déconne, mais pas loin, quand même, vraiment pas loin. C'est son village. Très belle course, format montagne, 54 bornes, plus de 3500 mètres de dénivelé, magnifique. Et d'autres courses plus petites. Donc ça c'est le samedi. Franchement c'est pas très loin, hein. Chambéry, j'y suis en 2h15, 2h20, un truc comme ça. Donc tous ceux qui sont frontaliers et riches, du coup, très bonne adresse. Très très bonne adresse. Petite restauration sur place. Saucisse suisse. C'est très bon. C'est très très bon puisque la Suisse produit uniquement dans son pays la viande. Elle ne l'achète pas ailleurs. Ouais, très bon événement. Et le dimanche, je suis à l'Argenterail du côté d'Argentière. Et là aussi, le truc, forcément, enchaîne les succès. Il y a déjà plus de dossards depuis je ne sais combien de temps. Mais très belle course conviviale. 1,14 km, 1,27 km. Bon, avec du dénive quand même. Mais voilà, c'est vraiment tout ce qu'on aime, quoi. Des lots remis au hasard, des arrivées, des podiums scratch, voilà, plein de trucs. Très sympa, un départ tous ensemble, et après c'est le retour du 14, du relais, du 27. Donc voilà, 2 belles journées d'animation. Et puis sinon, avant d'attaquer la question du jour, puisque je vous ai pas dit la question du jour de Ludovic Gautron, je voulais remercier les nouveaux patriotes. Et oui, puisque je ne le faisais plus depuis la création du site, parce que j'avais oublié, tout simplement. Et Olivier m'a dit, putain Hugo, pourquoi tu fais plus le naming des nouveaux patriotes Et je me suis dit, ouais, en fait, putain, j'ai oublié ce truc-là. Donc on va y aller pour la nouveau patriote. Du coup, j'en ai un petit peu à citer, donc ce sera peut-être un peu long, mais voilà, j'ai essayé de reprendre. Ouais, j'ai dû arbitrer sur une date.
Donc là, j'ai mis un peu les derniers du mois de juillet. Voilà, écoutez, les nouveaux patriotes. Alors, Arnaud Sanchez, Jean-Baptiste Delattre, Vincent Boudou, Jean-Marc Stram, Julien Desbois, Géorgeon, donc là c'était... Karim Xavier Guessab, et oui, qui échange souvent avec moi sur X, puisque j'adore balancer des horreurs sur X pour voir la réaction des gens, et c'est toujours génial. Et Karim n'est pas le dernier pour faire une vanne, voilà, donc il nous a rejoint sur le site, et je pense qu'il se régale. Yann Gambleux, Alexis Mingot, Mathieu Baloche, Laurent Boileau, Quentin Rouillet, François, putain là il a mis... Sichkovski. Voilà, j'ai fait tout mon possible, hein, François. Fabien Mariotti, PA42300. Donc là, j'imagine que c'est la ville. Tiens, c'est quoi comme ville 42300 Roanne, Mably, Villerest. Ouais, ok, on est par là-bas. Jonathan Ludwig, Dominique Saluda, Gabriel Sanson. Et ensuite, alors attendez, parce que j'ai cette liste, ah oui, Bruno Molinier, Maxime G, Robin Urny, Christophe 1000M, Frédéric Stam, Romain Roussel, Pierre Schmitt, Pierre Julien, Pascal Penn, ah Pascal, mais il était déjà là sur le Patreon, il doit revenir, Valentin Strach, Alexis Thomas, Maxime Roux, Maximilien, Xavier Briez, ah, ça me dit quelque chose aussi, Xavier, tu devais déjà être là avant. Willan Burlot, Mathurin Prieur, Basile Fabry, Lucas Lemerle, Loïc Ab, ça aussi ça me dit quelque chose. Benjamin Mercer, François Lefebvre, là aussi ça me parle. Ouais, je pense qu'il y en a pas mal aussi qui sont revenus depuis l'abandon de Patreon. Jérôme Strelecki, Guillaume Anton, Nicolas Lepers. Ah, le fils de Julien. Martin Danilo, Melvin Grange, Adrien Moulin, Dimitri Texier, Thomas Knut, Dominique Cause, Yann K. Anonyme Yann. Yann Mansa, Alexandre Brodin, Charles Sésame. Bah, Charles aussi, ça fait longtemps qu'il est là. Bastien Brochot. Bah, Bastien... Putain, Bastien, bah pareil, ça fait longtemps. Hein. Paul Guittet, oh, c'est peut-être pas forcément les nouveaux. Thomas Béliard, Romain Felet, Kunz, Jules Koundé, Nathan Hamon, Antoine, Kevin Hobson, bah pareil, Kevin Hobson, ça fait longtemps. Jean Boller, Erwan Tirel, bah Erwan Tirel aussi. Kevin Denis, Thomas Huet, Gauthier Duret, Mathis Simoes, Guillaume Lafargue, Bruno Vény, Mathieu Desbordes, bah Mathieu Desbordes aussi, ça me parle vachement. Gwenaël Dorien, Escourou, Thomas Van Nischnaten, oh putain, j'adore faire ça. Aurélien Michel, Valentin Fer, Gauthier Roche, Thomas Belémet, Robin Serle, Clément Humeau, Evan Carr, François Van Morkerk. Ouais, pas facile celui-là. Théo Launois et Ronan Desvallières. Oh, ça sent la bourgeoisie là. T'aurais pu prendre le premium, Ronan, s'il te plaît. Je déconne. Voilà, donc j'essaie de m'y tenir au podcast prochain là, dans 2 semaines. Parce que là, je crois que j'ai fait un espèce de tir groupé. Mais voilà, on va reprendre le naming des nouveaux patriotes, puisqu'il y a bien entendu, et c'est normal, une fierté d'être là, ici, maintenant. Tiens, avant de commencer le podcast du jour avec la question de Ludovic Gautron, simplement pensez, je pars à Tignes mardi 22 juillet à 13h30. Les dernières commandes, ce sera mardi à 10h. Après, j'ai plus le temps de faire le colis, machin, truc et tout. Mardi 22 juillet à 10h, dernière commande. Si vous commandez le mercredi, vous l'avez dans le... Voilà, en tout cas, vous aurez votre colis après le 19 août. Vous l'aurez pas. Si vous voulez des maillots Duke Army pour montrer aux autres à quel point ils sont grotesques avec leur maillot Made in China.
puisque vous aurez quelque chose de fabriqué en France. Et oui, en attendant d'être taxé à 99%, on peut encore produire des t-shirts en France. Ça m'a fait rire d'ailleurs quand Éric Lombard, qu'il faudrait pendre, hein, évidemment, pour le bien de tous, disait oui, on enlève 2 jours fériés parce qu'on veut que la France reproduise énormément, etc., etc. Mais putain, Eric, tu taxes tellement le travail qu'il y en a plus. Il y a plus d'usines en France. C'est trop taxé. C'est taxé partout. Partout, tu vas pisser, il y a une taxe, putain. Il y en a partout. Tu te lèves le matin, il y a une taxe. C'est infernal. Le réveil sonne, paf, une taxe. Donc oui, bah évidemment, les gens, ils ont mis leurs usines en Chine. Qu'est-ce que tu crois, Eric? Tu croyais qu'on allait t'attendre, là? Et toi, t'oublies de déclarer ton patrimoine, espèce de salaud. Ouais, c'est soi-disant une obligation. Putain, Eric, pourquoi tu nous caches tes 6 millions, là? Pourquoi tu les as pas mis sur ton patrimoine? Pourquoi t'as oublié? Putain, comment on peut oublier quand on est ministre de l'économie? Mais c'est pas possible. Mais parce qu'on pend plus les gens. Oh là là, il faut pendre les gens, mais vite, mais beaucoup, il faut en pendre beaucoup, mais des fois même sans raison, un type au hasard dans la rue, paf, pendu, voilà, hop. Qu'est-ce qu'il a fait? Bah, ouais, on sait pas, lui. Il a une sale tête. Ça m'a fait perdre le fil. Oui, donc, on peut encore produire pas mal de choses en France. Quand elles sont assez simples. C'est pour ça que je vends des bandeaux, des tours de cou, des t-shirts coton, des t-shirts techniques, des t-shirts manches longues techniques, des casquettes, mais là déjà ça chiffre un peu, des chaussettes. Voilà, ça c'est des choses qui se construisent globalement en une étape, ce qui fait que le salarié français et l'usine française et l'entreprise française, et qui du coup payent tous des impôts, hein, parce que le patron en paye, l'entreprise en paye, le salarié en paye sur son salaire, hein, quasiment 50% quand même. Et bien on arrive à rester avec ces objets entre guillemets simples, puisqu'il y a très peu d'étapes, donc on implique très peu le salarié. Par contre, vous voulez faire une veste, donc il vous faut un matériau imperméable, ça encore c'est pas trop le souci, mais après il faut y agrafer une capuche, mettre des manches, des poches, des trucs zippés, etc., une membrane, Là ça demande beaucoup d'étapes, beaucoup de manipulations à la main, et là votre salarié français par rapport à l'asiatique, puisqu'il y a beaucoup de pays en Asie qui produisent, Taïwan, la République démocratique de Chine, attendez, comment ils m'ont appelé déjà? Il y a un truc, République Chine, je sais plus. Le Bangladesh, on aime bien faire produire au Bangladesh, je vais pas vous expliquer pourquoi, hein, vous vous en doutez. Monsieur, je peux avoir à manger. What? Ta gueule, toi. Ah, il continue à broder, là. Oui, mais s'il vous plaît, quand même. Mes enfants ont 3% de masse grasse. Oh, ça va, oui. T'as eu à manger la semaine dernière. Bon, bah voilà, c'est bon, là. Oh, putain, ils nous font chier, c'est con, là. Bref, n'hésitez pas pour le Made in France sur mon site, puisque mardi je pars à Tignes et après c'est foutu, je serai plus là pendant un petit mois. Alors, j'avais noté la question de Ludovic, oui, voilà, bah oui, c'est dans le titre. Le jeune cadet surclasse l'aîné. Pourquoi? Donc Ludovic me demande... Ludovic n'est pas un très bon observateur, et vous allez le voir dans la démonstration de ma question, puisque Ludovic est visiblement dans l'instant présent, il oublie l'intégralité du passé, ne pense pas au futur, et vraiment regarde de manière très étriquée ce qu'il se passe maintenant. C'est un cas typique des Français, voilà, ils regardent là, maintenant, là. Mais qu'est-ce qu'on a fait avant? Non, là, maintenant, là. D'accord. Alors, question de Ludovic, pourquoi le petit frère est meilleur que le grand frère? Et en fait, c'est assez simple à comprendre. C'est parce que, du fait de sa naissance plus tardive que le grand frère, eh bien, le petit frère
arrive dans n'importe quelle étape de la vie après son grand frère. Donc, normalement, il a pu regarder son grand frère évoluer, se planter, changer quelque chose, puis réussir. Donc là où le grand frère a réalisé différentes étapes avant d'arriver à un résultat final acceptable, le petit frère peut squeezer plusieurs étapes, puisque certaines ont été inutiles, voire des freins, et arriver à un résultat final beaucoup plus vite, puisqu'il a appris des erreurs de son grand frère. Pourquoi le grand frère ne peut pas forcément apprendre de son père ? Parce que l'écart d'âge est trop conséquent. On va tout de suite aller dans les exemples personnels. Donc quand mon père... quand je nais, mon père a 26 ans. 26 ans, tac, donc moi j'attaque 92, rapidement en fait j'ai accès à internet dans les années 2000. On l'a eu très tôt puisque mon père étant enseignant-chercheur et travaillant dans ce genre de technologie, quand vous avez un problème en France sur le Wi-Fi, la 6G, etc., c'est à lui que vous posez la question, c'est pas à quelqu'un d'autre. Donc oui, effectivement, on a eu une box Wanadu qui était horrible, très très tôt, tu sais, elle faisait du bruit. Quand tu te connectais, c'était... T'avais l'impression que t'arrivais sur la lune, et d'un coup, hop, une page internet s'ouvrait, donc là c'était le bonheur. Mais très souvent, ça plantait. Et il y avait un décompte. Tu savais combien de temps t'avais passé sur internet, parce que c'était payant, je sais plus ce que c'était la formule. Mais plus tu passais de temps, plus c'est payant. Alors, évidemment, comme aujourd'hui personne ne se soucie de l'écologie, ça n'intéresse personne, arrêtez de mentir, vous vous en foutez, toutes et tous. Internet est en libre accès, tout le temps. Mais ça consomme. Sauf pour le site nosgestesclimat.fr, qui est vraiment un site réalisé par des gogoles, qui ne comptabilise pas votre consommation internet dans votre bilan carbone. Mais c'est normal, ce sont des nuls. Eux, c'est « La viande, c'est mal ! La voiture, c'est mal !» Mais attends, ta consommation internet... Non ! On va pas revenir là-dessus. Encore une fois, je vous renvoie à la pendaison. Une bonne dictature avec des pendaisons efficaces et rapides, peu chères en plus. Il faut surtout pas juger les gens, il faut les pendre tout de suite. Eh bien, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc oui, l'écart entre le fils et le père, 26 ans, c'est déjà trop important. C'est déjà pas la même génération, c'est déjà pas les mêmes sports, c'est pas la même manière de pratiquer, etc., etc. Donc on peut difficilement... Et puis en fait, on sait jamais. Quand on est enfant, on sait jamais qu'est-ce que notre père a fait à 5 ans, qu'est-ce que notre père a fait à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans. On le sait jamais parce qu'on l'a pas vu faire. On venait de naître, il avait 26 ans, on a commencé à être conscient, il en avait 31, quand nous on en avait 5, etc., etc. Donc finalement, quand vous débarquez dans le monde réel avec un esprit qui va commencer à comprendre les choses, etc., votre père est déjà trentenaire, la carrière est déjà lancée, donc finalement c'est un peu un étranger pour toi parce que il est déjà dans quelque chose de beaucoup plus loin que ce que toi tu fais. Toi t'es en train de jouer avec tes potes dans la forêt, tu t'es planté un marteau dans le tibia parce que t'as voulu construire une cabane alors que t'étais un golemon. Bon. Par contre, des fois tu joues avec tes potes et puis tu sais pas pourquoi, il y en a un, il a 3 ans de plus que le groupe. Et lui, par contre, effectivement, on peut toucher du doigt ce qu'il est en train de faire et donc s'inspirer de ce qu'il est en train de faire, parce que c'est vraiment un futur très proche. Et c'est là qu'intervient la relation du grand frère et du petit frère, puisque séparés de seulement quelques années, eh bien, il y a une évolution vraiment coup par coup entre les deux. Donc nous, on a 5 ans de différence. Ça doit être un peu juste, mais comme on a baigné un peu dans le même univers, eh ben, on a suivi un peu les mêmes étapes, tac, 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 tac,
Et du coup, forcément, le jeune a pu voir l'aîné faire des ratés et corriger le tir. Et je vais donner des exemples. Mais avant tout, je voulais vous citer d'autres cas qui sont très intéressants, de sportifs qu'on connaît très très bien. Je pense que vous êtes nombreux à regarder le biathlon. Et en biathlon, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu les frères Fourcade. Et Martin a été bien meilleur que Simon. Alors, Simon a eu une très belle carrière internationale. Il était membre de l'équipe de France, il a fait des podiums, je me rappelle plus, mais dans le lot, il y avait peut-être aussi des victoires en Coupe du Monde. Par contre, Martin, ça alignait. C'était victoire. Classement de la Coupe du Monde, victoire, classement de la Coupe du Monde, victoire, médaille au JO, tac. C'était un monstre. Et en fait, qu'est-ce que c'est Martin Fourcade ? C'est un Simon Fourcade upgradé. Parce que c'était le petit frère, il a pu s'inspirer d'un nana. Il y a aussi les frères Beu. Tarjei Beu, le grand frère, et Johannes Beu, le petit frère. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tarjei Beu est arrivé sur le circuit, putain, il était fort et tout, il jouait face à Martin Fourcade, il gagnait un peu des Coupes du Monde. Et là, Johannes arrive sur le circuit 2-3 ans plus tard, et il explose tout le monde. C'est une machine, une brute. Donc encore une fois, Tarjei Beu est très fort, mais Johannes est un cran au-dessus. Dans le tennis, vous avez Andy Murray. Et ben Andy Murray, il a un grand frère qui s'appelle Jamie. Bon, lui, il faut connaître un peu... voilà, il y a quelqu'un de ma famille qui aime bien le tennis, c'est pour ça que j'ai cette bribe d'informations, mais... Là, vous avez le petit frère qui est largement meilleur. En NBA, vous avez les frères Curry. En fait, ça me fait rire parce qu'il s'appelle Curry. Il m'en faut peu, moi, En vélo, vous avez eu les frères Schleck. Frank Schleck, le grand frère, et Andy Schleck, le petit frère. Les deux ont plutôt une bonne carrière, coureurs de grands tours, etc. Un petit peu chargé, mais à qui la faute ? Et c'est par contre Andy qui, au bout de quelques années, se retrouvait à batailler avec Alberto Contador, lui aussi un petit peu chargé, en haut des grands cols. Et Frank Schleck était un peu en retrait à la 3, 4, 5e place du classement général. Mais vous aviez les deux frères Schleck au plus haut niveau du cyclisme français, du cyclisme mondial, avec Andy un petit peu au-dessus. Vous avez également dans le cyclisme amateur... Enfin non, ils sont professionnels, putain, pardon. Mais parce que Victor est passé cette année professionnel, il était amateur avant. Vous avez les frères Guernalec, qui sont dans l'équipe Arkea BNB. Donc là, aujourd'hui, vous vous paluchez tous devant les exploits de Kevin Vauquelin à Arkea BNB. Alors, ils sont pas sur le Tour de France, mais ils sont dans l'équipe Victor Guernalec et son frère... Putain, comment il s'appelle ? Bon, le nom, c'est Guernalec aussi, mais... Et donc, en fait, Victor est le frère aîné. Il rejoint les professionnels en janvier 2025, alors que son petit frère était déjà là depuis 2 saisons, je crois. Et il a des meilleurs tests en termes de watts, etc. Sur des tests d'effort. Il est meilleur. Donc, vous voyez, le petit frère est meilleur que le grand frère. On a pas mal d'exemples comme ça. Alors bien sûr, il y a des contre-exemples, toujours pour citer les sportifs que je connais, mais il y en a sans doute d'autres, c'est les frères Schumacher. Vous aviez Michael Schumacher qui a gagné 7 fois le classement général de Formule 1, et puis il y avait son frère Ralph, qui était très bon aussi, mais il n'a pas gagné le championnat du monde. Donc voilà. Voilà pour les petits exemples, comme quoi c'est quand même très courant. Alors, allons-y maintenant pour comprendre le cheminement à travers mon exemple personnel. Excusez-moi de faire des podcasts aussi intéressants, je suis vraiment désolé. Si vous voulez écouter de la merde, vous en avez beaucoup d'autres, n'hésitez pas à y aller. Alors, donc ce qu'on dit, c'est que normalement, le petit frère observe le grand et évite les erreurs. Ça, c'est ce que je vous expliquais juste avant. Mais il y a un bonus auquel vous ne pensez pas, principalement parce que vous êtes bête et vous avez une vision uniquement du présent.
mais certains d'entre vous doivent y penser sans doute puisqu'ils sont parents, c'est que quand vous êtes parent, premier enfant, normalement c'est un peu la découverte, la galère. Bon, sur le papier, tu comprenais plus ou moins ce qu'il fallait faire, et puis une fois que t'as le truc entre les mains, il y a des journées, c'est un peu freestyle, quoi. Tu découvres comment on l'inscrit à la crèche, comment on recherche une nounou, comment on s'assure qu'elle va pas lui faire boire du desktop, comment on va à la mairie, l'inscrire à l'école. Donc tu découvres ça pour ton premier enfant. Et puis après, si t'en fais 2, 3, 4, un peu plus si tu viens du Congo. Ah pardon, elle était gratuite celle-là. Ah si on peut plus rigoler. C'est vrai qu'hier soir, je regardais un film de Coluche sur TF1 série, TF1 film. Je sais plus ce que c'est, cette chaîne éclatée au sol, mais elle nous balançait un petit Coluche là. Oh putain, c'était bon. Ah, mais on savait faire des blagues à l'époque. Bref. Donc oui, si tu fais 2, 3, 4 enfants, bon, au-delà de 4, c'est quand même un peu rare. C'est entre 2 et 3, quoi. Tu déroules, quoi. Une fois que t'as fait des trucs pour le premier, en y allant un peu doucement, en te questionnant et tout, bah, tu te dis, ouais, non, putain, pour le premier, on avait fait ça, ça allait pas et tout. Le deuxième, on va directement faire ça, etc., etc. En fait, tu améliores le process d'éducation ou de prise en charge de tes enfants au fur et à mesure que tu en fais. Alors ça se trouve, vous en faites 15, le dernier il devient président de la République, ouais, je sais pas. Non, je sais pas si c'est bien ça. Mais bon, le deuxième enfant, en général, vous pinaillez un peu moins que le premier, puis le troisième aussi, ça commence à rouler, quoi. Eh bien, c'est là que c'est intéressant. C'est là que c'est intéressant, puisque vous, parents, vous allez influer justement sur ces différences entre les frères et les sœurs. Puisque vous allez mieux lotir le Benjamin, le cadet, par rapport à son aîné. Alors, vous allez mieux le lotir financièrement aussi, hein, puisque normalement, dans un monde normal, hein, vous êtes censé progresser en termes de salaire tout au long de votre vie. Donc quand vous avez un enfant, vous en avez un deuxième 3 ans après, vous en avez un troisième encore 3 ans après, bah vous êtes en train de gagner de plus en plus d'argent, et du coup vous êtes potentiellement en train de pouvoir offrir de plus en plus de choses au Benjamin puis au cadet. Après, y a beaucoup de gens, ils veulent pas trop gagner des sous, ils préfèrent regarder des conneries sur Netflix. Ouais, putain, ouais, hier soir j'ai regardé ça jusqu'à minuit et demi. Ah bon, mais pourquoi tu dormais pas ? T'as rien envie de foutre aujourd'hui dans ta journée, espèce de guignol ? Ah ouais, mais c'était génial. Oui, enfin, c'est des lumières allumées sur un écran. On dirait un chat qui regarde des poissons, quoi. T'as pas honte ? Bref. Ce qui était intéressant dans notre cas, donc j'en viens à un exemple concret, c'est le collège. Bon, pour l'école primaire, c'était à côté de la maison, petite école rurale, pas de souci. Le collège. On dépendait d'un collège public qui était situé dans une ZUP, une zone d'urbanisation prioritaire, et le collège était donc une ZEP, une zone d'éducation prioritaire. ZUP, ZEP, vous pouvez vite faire le rapprochement avec un zoo. Je le sais, j'ai fait les 4 années au collège. C'est un peu comme au zoo. Vous avez des animaux extraordinaires. Vous avez des animaux qu'il faut pas embêter, sinon ils vous frappent. Très fort même. Vous avez des animaux qui sont très gros et qui peuvent vous frapper tout seuls. Vous avez des animaux qui vous frappent en bande. Vous avez tout un tas d'animaux dans ce collège. Et c'est très très intéressant justement parce que vous avez une éducation express. Puisque dès que vous faites une action qui sort un petit peu du cadre, on vous frappe. C'est globalement ce qu'il faut retenir. Je me permets de faire des dingueries à la cour de récréation en criant sur machin. Le soir même, lui et ses 15 potes me frappent. Immédiatement, je comprends que j'ai franchi une règle et qu'il ne faut pas recommencer à l'avenir. Vous voyez ? Éducation express.
C'était très rapide. Je fais ça, 3 minutes après il m'arrive ça, c'est une expérience très désagréable, je ne recommence plus. Voilà. Alors cet apprentissage qui m'a été vraiment bénéfique, sur le coup, j'ai trouvé ça un peu dur. Vous allez voir le proviseur, vous lui dites oui monsieur, dehors il y a une trentaine de personnes qui veulent m'agresser physiquement. Je pense du coup pouvoir dire que je ne suis pas en sécurité, est-ce qu'éventuellement vous pourrez faire quelque chose? Et là le proviseur fait non! Il vous met dehors de son bureau, il ferme la porte et wouh! C'est le freestyle, c'est l'improvisation générale. Ou comme c'est surveillant, alors je vais pas pleurer parce qu'on leur crachait dessus, vraiment. Vous leur dites ouais non mais là y a pas moyen de me laisser dans le couloir parce que si je sors à la récré je suis mort et tout. Le mec te met dehors, il ferme la porte. Enculé. Enculé. Mais t'as mérité tout ce qu'ils t'ont fait derrière. Tu l'as mérité. Tu l'as vraiment mérité parce que t'étais un enculé. Donc bref. Collège vraiment difficile. Mais mine de rien, j'ai noué beaucoup d'amitié avec pas mal de monde. Et finalement, ça a été des enseignements qui m'ont servi. Mais comme j'ai passé globalement la moitié du temps à me plaindre auprès de mes parents, vous doutez bien que lorsque Aubin est arrivé en âge d'aller au collège, hop là, il a contourné le collège de ZEP et tac, il est arrivé dans un collège normal. Avec des jeunes gens corrects qui font du sport et qui sont gentils. Et en fait, pour y arriver, mes parents l'ont foutu dans un sport-études qui existait déjà au collège, avec une demi-journée consacrée au sport. Et v'là-t-il pas que l'animal est rentré dans un sport-études ski de fond. Et bon, il pratiquait tranquillou, il n'y avait pas d'appétence particulière pour le ski, il trouvait ça sympathique, mais bon, c'était pas fourcade, quoi. Et c'est parti, collège en sport-études. Qu'est-ce qui se passe derrière ? Évidemment, vous faites du sport, avec les copains, vous vous épanouissez, vous êtes meilleurs, etc., etc., ils étaient devenus champions de France UNSS, je sais plus quoi, et derrière vous accédez à un lycée sport-études. Et pendant ce temps-là, votre con de grand frère, il se tape le lycée de ZEP. Ah oui, parce que c'était pas suffisant le collège de ZEP, il fallait aller dans l'échelon au-dessus, c'est le lycée de ZEP. Alors le lycée de ZEP, c'est très intéressant puisque quand même il y a un tri entre le collège et le lycée. Le collège c'est vraiment le zoo, déjà il y a quand même beaucoup de gens qui ne parlaient pas français. Hop, les racistes, je vous vois. Ils parlaient pas arabe. Parce qu'en fait, vous aviez des gens qui venaient d'un peu partout de l'Europe. Il y avait pas mal de Serbes ou tous ces pays là, du Kosovo qui a éclaté un peu là. Eux, c'était très bizarre quand même. Après, il y avait évidemment beaucoup de Maghrébins. C'était pas des Russes, mais il y avait aussi des mecs, de l'Europe de l'Est. Roumains, un peu, peut-être, Ça parlait pas trop français. En fait, ça parlait plein de langues. Du coup, ce qui était incompatible avec le programme scolaire, bien évidemment. Ce qui entretenait ce zoo, parce que vous aviez des gens en face de vous, vous les compreniez pas. Puis après, vous aviez bien sûr le langage de cité avec ses codes. Le fameux wesh, bien sûr. Ce qui était très drôle, c'était les insultes entre les gens de cité, puisque d'un coup, t'avais un maghrébin qui disait « Ouais, Bamboula, viens ici !» Donc là, il s'adressait à son pote noir. Et moi, le seul jour où j'ai voulu faire une vanne comme ça avec un pote à moi, Jérémy, là, putain, Jérémy, c'était comment son nom ? Ménardon. Oh putain, j'ai retrouvé, là, je suis allé dans le bureau du procureur. Parce que quand vous êtes maghrébin et que vous faites une vanne sur les noirs, ça passe. Quand vous êtes blanc et que vous faites une vanne sur les noirs, même si la personne noire en question est votre ami, rigole à votre vanne, renchérit en faisant une vanne, ouais, Blanc-Bec, ferme ta gueule, tu vois. Donc vraiment, tout le monde rigole, quoi. Y a pas, il rigole, je rigole, tout le monde rigole. C'est ton pote, la veille tu joues à la console chez lui, le lendemain tu joues à la console chez lui, c'est une vanne entre potes en fait. Eh bien vous avez l'intervention de la connasse de prof
qui vous envoie chez le proviseur. Oui, Hugo Ferrari se permet de traiter son camarade de classe, et vos parents tombent là-dessus dans le carnet de correspondance, et ils se disent, putain, mon fils c'est la réincarnation d'Hitler. Et non, pas du tout, je fais une vanne à un copain, parce qu'en fait, tous les autres font ça toutes les journées, quoi. Et comme je traîne avec eux toute la journée, parce que finalement, aller en cours, ça me casse les pieds, j'arrive en français, on fait des cours sur la poésie, là t'as un de tes potes de cité justement qui te dit ouais viens chez moi, mes parents sont pas là, on va jouer à la PS2, bah tu dis oui. Donc tu te retrouves dans un immeuble de je sais pas combien d'étages à jouer à la PS2 en bouffant des biscuits au lieu d'aller en cours de français, et ça c'est génial. Et donc entre le collège et le lycée vous avez un tri sélectif. Là vraiment il y en a pas beaucoup qui passent, il y en a plein qui partent dans des filières un peu professionnelles. Donc le lycée de ZEP, c'est vicieux parce que vous n'avez plus vraiment les gens très bizarres sont plus là, mais vous avez les vicieux. Et c'est peut-être pire. Parce que ceux qui restent sont des gros vicelards. Et là, votre duc... Heureusement, j'avais le sport à ce moment-là. Mais putain, il s'en est pas fallu de peu pour que je devienne baron de la drogue. Alors j'exagère, mais putain, j'ai côtoyé quand même j'ai côtoyé du client. Putain. Ah, il y avait du recel là. Oh là là. Parce que là, c'était donc des gens qui voulaient gagner de l'argent rapidement, sans apprendre les verbes irréguliers en anglais. Je te la fais courte. Donc il y avait de la revente de cigarettes de contrebande et des trucs un peu plus interdits encore. Voilà. Et donc pendant que moi je fais ça dans le lycée, donc je suis avec ces gens-là, hein, c'est littéralement mes amis. C'est avec eux que je passe mon temps libre. Mais encore une fois, fort heureusement, il y a le sport, et le sport c'était quand même 2 entraînements par semaine, le mercredi après-midi et le samedi après-midi, ce qui fait que j'avais assez peu de temps libre avec ces gens qui, pour beaucoup, ont quand même très très mal tourné. Mais vous voyez, le climat était peu propice à je deviens le meilleur en nanani. Et pendant ce temps-là, vous avez mon frère qui, lui, suit son cursus de sport-études dans un lycée à Moutier, complètement dédié au ski, où vous n'avez quasiment pas cours l'hiver et un petit peu plus cours l'été. Et donc là, pour développer votre potentiel physique, quand vous êtes un adolescent, enfin, il n'y a pas mieux, quoi. Moi, pour développer mon potentiel physique, il fallait que je sèche les cours le mercredi après-midi pour aller à l'entraînement de vélo. Je me souviens du cours de français qui devait avoir lieu le mercredi de 10h à midi. Donc la sonnerie retentissait à midi 00 et moi je partais avec mon sac. Et souvent la prof disait « Ouais, mais j'ai pas fini ». Oui, mais tu m'intéresses pas en fait. Je suis là parce qu'on m'a obligé à être là, mais ça m'intéresse pas. Moi, c'est bon, je parle français. Qu'est-ce que j'en ai à foutre d'étudier Thérèse Raquin ? Ça m'intéresse pas. Va apprendre ça à des littéraires, moi je fais des maths. Et l'après-midi, il y avait cours d'anglais, donc là j'ai dit, mais ça sert à rien, on est en France, tout le monde parle français. Donc j'allais pas en cours d'anglais, je faisais mon sport, j'allais à l'entraînement de vélo. Mon entraîneur le savait, il en avait évidemment rien à secouer, voilà. Puis mes parents l'apprenaient plus tard, quand ils recevaient des lettres, comme quoi j'avais été absent pendant 15 mercredis après-midi de suite, et que c'était extrêmement grave, et que du coup je serais collé 4 heures. J'avais le record d'ailleurs, hein. Je sais pas si le record a été battu ou quoi, faudrait que je demande. 32 heures de colle au premier trimestre de première S. Putain, c'était fort. Même le conseiller principal d'éducation m'avait reçu dans son bureau. Et il était désabusé quand même. Il se disait, en fait, les punitions, visiblement, il s'en tape. Donc il était désabusé, et je l'ai surpris en train de presque me féliciter à un moment donné d'être sorti comme ça du carcan et de vivre ma vie librement, puisque dès que je voulais avoir une bonne note à un contrôle, je l'obtenais en fait. J'avais 8 de moyenne, parce que j'en avais rien à foutre, et d'un coup je visualise l'université en sport-études, et là le monsieur me dit, non Hugo, tu peux pas y aller, il faut 12 de moyenne. Bon, le trimestre d'après, j'avais 12,5 de moyenne, voilà.
Hop, allez. C'est quoi la case qu'il faut cocher? Tac, tu veux que j'apprenne ça? Bam! Allez, c'est fait. Tiens. Voilà. Allez, tu me laisses y aller maintenant? Merci. Donc voilà. Là, déjà, vous avez une grosse différence, puisque au collège et au lycée, j'ai dû expérimenter pas mal de choses, et le petit frère a pris vraiment un énorme raccourci, puisque lui a démarré le sport-études au collège, quand moi, j'ai démarré le sport-études à l'université. Donc là, vous voyez, il a pris un gros ascendant pendant toute l'adolescence. Après, je suis très heureux de la vie que j'ai eue. Hein. Franchement, j'ai des souvenirs. On pourrait faire des podcasts de plusieurs heures. Avec le recul, c'est quand même très marrant. Puisque finalement, il n'y a jamais eu rien eu de très grave. Hein. La pire bagarre qu'on ait fait, c'était un coup de batte de baseball. Il n'y avait pas de couteau, il n'y avait pas ça. Il y a des fractures, un peu quand même. Mais c'était bon enfant. Sur le coup, c'était pas drôle. Mais très rares sont ceux avec qui on a eu des velléités pendant 1 an. En général, ça qui était bien, quoi. Si tu te maravais la gueule, puis des fois, t'avais peur, hein. Et en fait, après, il y avait une sorte de... Comme la personne en face avait reconnu un adversaire de qualité puisque tu t'étais défendu, bah finalement il y avait une sorte de sympathie, de respect, et puis au bout d'un moment ils arrêtaient, et pour certains qui sont arrivés au lycée avec moi, on s'est retrouvés face à face et on s'est dit bah ouais en fait on s'apprécie quoi. Oui mais l'an dernier tu m'as mis un coup de batte de baseball dans le dos, mais t'es sympa en fait, t'es sympa. C'était vraiment... Faut dire qu'au lycée, on avait de la chair fraîche. Hein. Une fois que t'as fait le collège de ZEP, que t'arrives au lycée de ZEP, et qu'au lycée de ZEP, il y a tous ceux qui ont fait des collèges privés catholiques pour éviter la violence, qui arrivent dans le lycée de ZEP, oh putain, tu passes du côté des méchants et tu les maltraites. Et du coup, tu fais alliance avec ceux qui te maltraitaient avant, quoi. Putain. Ouais, j'avoue. Ouais, c'était sympa. Donc bref. Voilà la petite différence que sans doute beaucoup de parents font, c'est-à-dire vous foutez votre premier enfant un peu à l'école publique, quoi. Vous vous rendez compte que c'est un peu compliqué, il s'en sort pas, il galère, bon. En tant que parent, ça vous fait peut-être un peu chier, et du coup, votre deuxième enfant, bah, vous vous dites, tiens, allez hop, dans le privé, ou la technique du sport-études pour l'envoyer dans un truc correct. Voilà. Donc là, déjà... vous créez un séisme entre les deux, quoi, puisque les deux n'ont pas reçu la même éducation, le même temps consacré au sport, le même environnement de développement, etc., etc. Voilà. Deuxième explication... Non, alors justement, après, la situation s'inverse. C'est-à-dire qu'une fois que moi j'entre dans l'université en sport-études, l'école d'ingé, plus ou moins en sport-études, là il y a eu beaucoup d'aménagements perso. Là par contre c'est le coup dur pour Robin. Puisque lui se heurte à la difficulté du ski nordique, enfin ou du ski alpin, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas... Il fonctionne par comité. Comité de Savoie, comité de Haute-Savoie, comité du Dauphiné, etc., etc. Et quand vous n'êtes plus en équipe du comité, vous ne pouvez plus pratiquer de manière seule et indépendante. C'est impossible. En trail, vous êtes tout seul. Vous n'avez pas de team, rien, aucun sponsor. Si vous êtes très fort et que vous avez un minimum d'équipement, vous arrivez sur une course et vous maravez tout le monde. En ski de fond, si vous n'avez pas le bus du club, l'entraîneur, les paires de ski, les mecs qui fartent, etc., etc., vous arrivez sur les courses, vous dépensez un fric pas possible en transport, en hébergement, vos parents sont obligés de vous suivre, etc., etc. Donc dès que vous sortez du comité, en gros, vous sortez des compétitions. Et Aubin s'est heurté à ça, à la réduction du comité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on passe, je schématise, hein, de 8 à 4 coureurs, enfin skieurs, et vous êtes le 5e ou le 6e, et donc, bah, le ski, c'est finito. Et là, bah, c'est terrible, vous refaites d'autres études en essayant de bricoler un sport-études, là-dessus lui arrive le Covid pour finir ses études, avec des cours sur Discord, donc c'était lamentable.
Le premier emploi, finalement le déménagement, la recherche d'emploi en Suisse pour rejoindre sa compagne, puis finalement l'acceptation de l'emploi. Donc là, il s'est passé 2-3 ans où, donc on va dire de 2016 bah non, plus que ça, oui, à 2020, ouais, même 2021, même 2022, où Aubin, tac, construit finalement toutes les étapes de la vie qui manquaient après le fameux et magnifique lycée sport-études. Donc là, une fois, tac, on coupe le robinet, gros retour en arrière. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que là, aujourd'hui, en 2024-2025, vous dites, ouais, il est super fort. Bah, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, pendant toute cette période de transition, il s'est passé 2 abandons à la TDS, 2018 et 2019. Il s'est passé 2 abandons à l'UTMB, 2021 et 2023. Bon, même si 2023, c'était vraiment... Il aurait pu finir. Voilà, il s'est passé plein de choses fâcheuses. Le Covid, abandon à l'échappée belle 2020. Et une fois installé en Suisse, en travaillant sur le chemin de fer suisse, donc je vis dans une ville suisse, à l'intérieur du pays et pas à la frontière. Je travaille dans une entreprise suisse, donc j'épouse le pays à 100%. J'ai un emploi du temps carré, et là après il a pu dérouler la partition. Et là vous êtes fin 2022, 2023, une année exceptionnelle. Il y a juste eu ce petit abandon à l'UTMB, mais le reste a été exceptionnel. Et puis 2024, c'est la 4e place au Chianti, la 8e place au Lavaredo, la 14e place à l'UTMB. 2025, on attaque avec une 4e place au Chianti, derrière Kylian, Vincent et Jim. Alors qu'entre-temps, moi j'ai vécu un peu l'inverse. C'est-à-dire que 2016, après mes études, plus ou moins aménagées, j'ai un job d'ingénieur où je me rends compte que c'est extrêmement facile. Je performe comme un bâtard. Je fais 4ème de la TDS après avoir été 2ème derrière Pau-Capel tout le long. Je fais 7ème de la Maxi Race. Enfin voilà, j'enchaîne un peu les perfs en 2016. 20ème des Templiers, etc. Et 2017, patatras, c'est là où je repars en arrière avec l'infection bactérienne au début de l'année où j'ai failli perdre ma jambe. Bon, ça s'est joué à 48 heures près. La fracture de la rotule, le décès d'un proche, 2017 année un peu noire, 2018 année où je réapprends un peu tout, je fais mon premier UTMB malgré un double arrachement osseux et ligamentaire d'une cheville, voilà, et 2019 je reperforme. Et là en fait, Aubin, pendant ces périodes de galère, 2018-2019, eh ben il me voit me refabriquer en quelque sorte après la fracture de la rotule, et il me voit repasser les étapes petit à petit. Et c'est là où il va apprendre énormément. Donc non seulement il arrive avec une adolescence largement plus dédiée au sport que moi, mais une fois qu'il est installé dans la discipline, parce qu'en 2018 il fait quand même 7ème du marathon du Mont Blanc, du 90, une fois qu'il est installé dans la discipline, 2018, 2019, 2020, 2021, il voit son grand frère se remettre d'une fracture de la rotule, se remettre d'un double arrachement osseux et ligamentaire d'une cheville, continuer à avoir des résultats pendant le Covid, etc., etc., etc. Et là, il apprend énormément. Il me voit faire mon premier stage en altitude en 2021, réussir derrière l'UTMB, etc., etc. Il me voit enchaîner les UTMB, j'en ai quand même fini 5 dans le top 30, faudrait pas l'oublier. Donc il apprend, et fin 2022, quand il met en route, le wagon est sur les rails, c'est une ligne droite, en faux plat descendant, et ça prend de la vitesse, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il réussit. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Maintenant que ce brave duc de Savoie a traversé lui aussi ses petites péripéties, avec l'installation dans un foyer, la vie à deux,
gérer un emploi du temps qui ressemble un peu plus à quelque chose de professionnel que quand j'étais un saltimbanque en 2018-2019, où j'arrivais à vivre avec 1000 euros par mois, ce qui était tout à fait remarquable. Donc là, j'ai construit quelque chose, je continue à l'alimenter, ça a demandé de mettre le bébé sur les rails, c'est quelque chose qui va se terminer vers 2026, et après, tout va commencer à être de plus en plus facile. Parce que de 2022 à 2026, il y aura eu un travail très conséquent qui va me permettre ensuite de dérouler la partition. Donc là, j'ai construit ce qui finalement derrière va m'assurer une pérennité, une constance, ne plus vivre dans la peur du lendemain, hein, puisque c'était rigolo de faire le manouche en 2018 et 2019, mais une fois qu'on avait coupé le robinet en 2020 avec le Covid, derrière il a fallu rebondir. Alors j'ai rebondi d'une façon absolument magnifique, et derrière j'ai construit ce qu'on pourrait appeler un empire. Et là je vous invite à vous abonner à mon site pour vous rendre compte de l'intégralité du contenu publié depuis 2020, et je me demande si vous trouveriez mieux ailleurs sur internet. Non, en fait non, c'est pas possible. Et du coup, ça permettra d'envisager une carrière à la Ludovic Pomeray. Puisque c'est ça aussi, c'est à un moment donné, tu performes, tu sais ce qu'il faut faire pour l'an prochain être un monstre. Mais tu te dis, si je fais ça, je valide l'année prochaine, mais je perds les 10 suivantes. Alors mieux vaut rester calme, construire petit à petit, étape par étape. Et qu'est-ce qu'il a fait, Pomeray ? À 45 ans, il s'est mis à 50% à son travail. À 50 ans, il a raccroché. Voilà. Parce qu'il a énormément travaillé en amont, parce qu'il a construit des choses, et ça lui a permis de s'émanciper pleinement tout en continuant le sport. Et en fait, Ludovic Pomeray, il était déjà fort en 2012, 2013, 2014. Il gagnait déjà des courses. Mais il y avait moins de niveau. Il gagnait simplement parce qu'il y avait un petit peu moins de niveau et qu'il était quand même très fort. Et puis de 2014 à 2025, pour continuer à être devant, pour continuer à faire partie des meilleurs, voire même maintenant à devenir le meilleur, eh bien, il a évolué dans sa pratique. Il a mis en place des nouvelles choses, il a dédié plus de temps, etc., etc. Parce que tout ce qu'il avait fait avant n'a plus nécessité une attention au quotidien. Ça peut être la construction de sa maison, ça peut être la fondation de sa famille, ça peut être voilà tout un tas de choses. Ça, tout le monde est différent là-dessus. Mais il a charbonné comme un bâtard pendant des années pour ensuite relâcher un peu tout en continuant d'avoir les mêmes revenus. Et là derrière vous déroulez la partition. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que vous avez donc une vision du passé où vous comprenez pourquoi le petit frère devient meilleur que le grand frère. C'est logique en fait. Le problème, ce serait si le petit frère ne devient pas meilleur que le grand frère. Ça pour moi, c'est là où il faut se questionner. Pourquoi ce corneau n'est pas foutu de faire mieux ? Donc vous avez l'explication du passé, pourquoi le petit frère devient meilleur. Vous avez l'explication du présent. Donc là, en ce moment, vous voyez, lui, il est lancé. Il est sur son train, pente descendante à 3%, rail en ligne droite, royal. Et le duc se tape quelques toboggans, mais il y en a de moins en moins. Il y a de moins en moins de toboggans. Ça commence à rouler de mieux en mieux. Alors pour l'instant, ça se voit surtout à l'entraînement, mais ça paye toujours. Et vous avez une vision du futur. Alors pour Robin, je peux pas décider à sa place. D'ailleurs, je sais pas ce qu'il a dans la tête. Mais pour moi, vous avez une vision du futur où vraiment, si je devrais avoir un idole en course à pied, en fait, alors j'aimais beaucoup Xavier Thévenard, mais Pomeray, je le mettrais encore au-dessus. Je le mettrais encore au-dessus. Ouais, c'est quand même. Tu te dis putain, mais quelle réussite quoi sur tous les plans de la vie, c'est Ludovic Pomeray, quoi, c'est vraiment
tu vois, tu passes une sale journée, tu trouves ça dur, ça peut être au travail, ça peut être au sport et tout. Et tu te dis, bah ouais, mais attends, Hugo, t'as 33 ans en fait. Lui, il en a 50. Mais imagine tout ce qui va se passer pendant ces 17 prochaines années. Si tu continues à être rigoureux tous les jours, etc., etc. Et évidemment, il y aura des déceptions. Un jour, je vais me péter la gueule en trail, je vais me casser un truc. Ça va arriver, évidemment. Quand vous faites plus de 5000 km par an dans des chemins, oui, de temps en temps, il y a un pépin. Oui, un jour, je vais ravoir peut-être une tendinopathie parce que j'aurais fait des dingueries à l'entraînement, je me le serais laissé aller, etc. Mais imaginez les 17 prochaines années qui vont continuer avec la rigueur, le savoir et le passif qui est déjà derrière moi. Mais c'est génial! C'est génial! Et quand vous pensez à ça, tous les matins, vous vous levez, vous vous dites putain, mais je suis dans une phase de progrès pour les 15 prochaines années, mais c'est génial! Et vous avez la banane, vous avez la patate, et vous mordez la vie, là, vous la prenez comme ça, avec ses grosses fesses bien grasses, et vous lâchez pas le morceau! Et oui! Putain, quel bonheur! Mais quel bonheur! Mais quel bonheur! Quel bonheur une fois que vous avez une direction, c'est-à-dire l'emploi du temps, c'est ça, ça, ça et ça. Tel créneau, tel créneau, tel créneau, ils sont dédiés à ça. Le progrès sur une année, c'est pas énorme. Mais sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Putain, là on a quelque chose. Là on a quelque chose. Oui, vous aurez toujours un gros enculé qui va arriver avec une énorme dose de talent et qui va tout réussir en 2 secondes. Et tout le monde va le sucer, donc ça va être un peu relou parce que vous allez le voir partout. Mais en fait, ça c'est inintéressant. Quelqu'un qui arrive, qui réussit tout d'un coup en claquant des doigts, c'est totalement inintéressant. Ce qui est intéressant pour la masse, pour le peuple, pour les gueux, pour les gens en général, c'est de voir comment quelqu'un qui, de base, n'a pas toutes les cartes en main, travaille au quotidien pour réussir dans 3, 5, 10, 15 ans. Et oui. Et là, c'est génial. Parce que vous avez tout un chemin tracé, des étapes définies, prédéfinies, que vous avez jugées utiles, avec son lot de sacrifices, mais qui en réalité n'en sont pas, puisque vous voulez accéder à un bonheur plus grand que ça. Et c'est vous qui mettez la barre. Je veux réussir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et les étapes sont là. Clac, 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 clac. Je veux réussir dans 10 ans. Ah bah non, parce qu'en fait, j'ai envie aussi de faire ça, ça et ça. Du coup, je vais faire un petit peu moins d'efforts chaque semaine. Donc au lieu de réussir dans 10 ans, je réussis dans 15. Tac, ça se planifie comme ça. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur sans nom. Vous êtes là, vous êtes maître de votre vie, quoi. Vous décidez de l'emploi du temps. Évidemment, il y a des contraintes. Là, ce week-end, je vais animer 2 courses. Bon, ça me rapporte de l'argent, hein. Et je me dis, putain, en fait, je peux me lever, rien faire, et continuer à progresser dans mon sport. Oui, mais c'est pas... Ça, c'est un plan à courte durée, là. Nous, on a une vision d'avenir. Voilà. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce podcast vous aura fait plaisir. Mélange d'anecdotes... et de compréhension aussi, hein. Je pense qu'on a abordé des sujets que vous retrouvez nulle part ailleurs, encore une fois. Et vous allez toujours, bien évidemment, refuser de vous abonner à mon site, parce que vous vous dites, ah, putain, j'ai quand même pas à lui donner de l'argent, là, je peux profiter de ces paroles gratuitement, je veux pas m'en priver. Bah oui, bah bravo, bah félicitations. Voilà, donc dites-vous bien que si vous retrouvez ce genre d'informations gratuitement sur le podcast du mercredi, tout ce qui est sur mon site internet et qui est payant est largement supérieur. Et oui, bah évidemment. En plus, moi je suis quelqu'un... Quand on va me donner de l'argent, j'ai vraiment envie que la personne soit très très satisfaite. Là, dernier exemple, avant-hier. Il y en a un, il fait une commande sur mon site et je m'étais piné en fait, j'avais plus de bob. Et lui, il a commandé le dernier bob, sauf qu'en fait, il y en avait plus. Je m'étais gouré de une unité.
Je lui ai envoyé une casquette à la place. Bon, peut-être qu'il désirait réellement un bob, mais la casquette, elle coûte 2 fois plus cher que le bob. 2,5 fois plus cher que le bob. Et je lui ai rien demandé, je lui ai pas dit, ouais, est-ce que tu veux une casquette à la place, mais du coup, faudrait rajouter 15-20 euros, etc. Non, j'ai vu ça, j'ai fait, putain Hugo, t'as fait une erreur. Donc déjà, j'ai pris une carte, j'ai écrit un mot d'excuse, et je lui ai envoyé la casquette à la place du bob. Voilà. Bon, Jean-François, si vraiment tu voulais absolument un bob, faudra que je vois pour en refaire, mais bon, là, c'est un peu compliqué, je pars 4 semaines à Tignes, les ateliers français sont très très vieille école, ils ferment 3 semaines en août, donc c'est assez compliqué, hein. Le réassort en juillet-août, pas possible. Voilà, écoutez, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, et on se retrouve dans 2 semaines pour le podcast du mercredi, mais sinon, dès ce vendredi, sur mon site, pour le débrief avec Stéphane Brognard sur le Lavaredo Ultra Trail, et surtout les 4 dernières petites consignes pour avoir un mental organisé, et non pas fort parce que ça n'existe pas, organisé pour le jour J, la vraie course, à Chamonix, fin août. Allez, salut.